la trachée, suivie de la mise en place d'une canule. Elle assure le rétablissement d'une ventilation pulmonaire efficace en court-circuitant un obstacle sous-jacent. Elle est le plus souvent programmée pour les patients nécessitant une assistance respiratoire de longue durée ou en urgence. La nature salvatrice de ce geste explique qu'il n'y a pas de contre-indication absolue. Il existe différentes trachéotomies. La trachéotomie programmée, que nous allons voir dans la vidéo, où l'incision se fait entre le 2e et 3e anneau trachéal ou le 3e et 4e. Il existe aussi une trachéotomie en urgence qui se fait entre le cartilage thyroïdien et le cartilage cricoïdien. Et il existe une nouvelle technique percutanée. Il s'agit d'une ponction de la trachée avec introduction de trocar et d'un fil guide à l'intérieur de celui-ci, puis de différentes bougies de dilatation de taille croissante pour éviter ainsi les saignements. L'abord de la trachéotomie se fait dans la région cervicale antérieure. Le cartilage cricoïde en constitue le repère le plus précis. En effet, c'est à mi-distance entre ce cartilage et la fourchette sternale, 3 cm au-dessus de celle-ci, qu'est pratiquée l'incision horizontale arciforme. Cette incision expose un autre repère important, le losange de la trachéotomie. La moitié supérieure du losange est constituée par les muscles sternocléido-yoïdiens en dedans et homoyoïdiens en dehors, engainés par le feuillet superficiel de la lame prétrachéale du fascia cervical. La moitié inférieure du losange est constituée des muscles sternothyroïdiens et thyroïdiens engainés par le feuillet profond de la lame prétrachéale du fascia cervical. Lors de la trachéotomie, on traverse successivement la peau, le fascia superficialis en vert foncé, le feuillet superficiel de la lame prétrachéale du fascia cervical en marron et le feuillet profond de la lame prétrachéale du fascia cervical en vert clair. L'isthme de la glande thyroïde constitue l'obstacle anatomique antérieur de la trachéotomie, ainsi que les veines jugulaires antérieures et thyroïdiennes inférieures. L'œsophage constitue le rapport postérieur de la trachée. Une incision trop brutale pourrait le léser. Il faut aussi faire attention au paquet vasculo-nerveux du cou, constitué de l'artère carotide commune, de la veine jugulaire interne, du pneumogastrique, ainsi que des nerfs laryngés récurrents droit et gauche. De plus, entre l'isthme thyroïdien et la trachée, existe un espace cellulaire facilement décollable où peuvent se faire des fausses routes d'introduction de la canule de trachéotomie. Nous utilisons alors 2 écarteurs de Farabeuf, une pince de Beckman, des ciseaux courbes de Maillot, une pince à disséquer et, non représentés sur le champ, des antiseptiques, des champs stériles, un bistouri et des porte-aiguilles avec fil. Ainsi que la canule avec le ballonnet, il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas percé, une seringue pour gonfler le ballonnet et un dispositif d'attache. Le chirurgien et le préparateur se placent à la droite du patient, le premier assistant à gauche. On place le cou en hyperextension avec des draps sous les épaules. Son occiput doit reposer sur la table et il faut bloquer sa tête avec un sparadrap. Ses bras sont en position anatomique. Ensuite, on place les champs. Le patient est sous anesthésie générale et s'il est intubé, il faut remonter la sonde jusqu'à la glotte pour éviter d'être sur le chemin de la trachéotomie. L'incision effectuée est horizontale arciforme pour des raisons esthétiques. Elle s'effectue 2 travers de doigts au-dessus de la fourchette sternale. Les repères anatomiques sont bien visibles. L'incision s'effectue entre les 2 muscles sternocléido-mastoïdiens, ainsi qu'au-dessus du manubrium et sous le cartilage cricoïde. On utilise alors les écarteurs de Beckman. Le tissu jaune sous-jacent et le tissu cellulaire sous-cutané. On se trouve alors dans la ponévrose superficielle. Les veines jugulaires antérieures et parfois transverses sont visibles. Il suffira alors de faire une hémostase. On sépare ensuite les muscles sternothyroïdiens et sternocléido-yoïdiens formant le losange de la trachéotomie dans le sens vertical. Ce patient a subi une thyroïdectomie, nous ne verrons donc pas l'isthme thyroïdien, mais habituellement, il faut séparer cet isthme et effectuer une ligature.
L'incision de la trachée se fait ici au niveau du deuxième et troisième anneau trachéal. L'incision est horizontale, pas trop profonde pour ne pas toucher l'œsophage, ni trop latérale pour épargner les paquets vasculo-nerveux. Si un écarteur tribranche est disponible, on peut l'utiliser pour augmenter le diamètre d'ouverture de la trachée. On met alors en place la sonde à l'aide des écarteurs. S'il existe une sonde d'intubation, on demande à l'anesthésiste de la retirer complètement. On retire ensuite les écarteurs. Et on effectue 2 points sur la peau, plutôt lâches, sans fermer l'ouverture, pour éviter ainsi l'emphysème. Ensuite, on installe le dispositif d'attache autour du cou du patient. On gonfle alors le ballonnet avec précaution, pas plus de 20 cm de H2O, sinon on provoque une sténose. On vérifie alors la pression avec un appareil à pression. On installe alors le pansement, double, incisé, que l'on place sous la tâche. Au bout de quelques jours de trachéotomie, il est possible de changer la canule pour une canule en fer avec une soupape permettant la phonation. Il existe des complications précoces de la trachéotomie, l'hémorragie par défaut d'hémostase péropératoire ou secondaire à l'agitation du patient est la complication la plus rencontrée. L'emphysème sous-cutané cervical est quant à lui le résultat d'une suture trop hermétique. Il existe aussi des complications retardées. L'infection des voies aériennes inférieures doit être évitée par une asepsie rigoureuse. Une fistule œsotrachéale exposant à des bronchopneumopathies ainsi qu'une sténose laryngotrachéale peuvent se rencontrer.